Donc je vais dans un premier temps, après m'être introduit, puisque pour compléter ce que M. Jomotte vous a dit, je vais vous indiquer où je travaille, je vais vous indiquer ce qu'est le cancer, je vais vous indiquer comment on est arrivé récemment à des nouvelles approches, cette nouvelle approche de traitement du cancer qui est l'immunothérapie. Quels sont les avantages, les acquis de l'immunothérapie, quels sont les challenges qui sont encore à franchir. Et c'est dans cette partie-là que va s'inscrire l'activité d'Iteos pour rencontrer ces challenges et améliorer cette nouvelle approche de traitement du cancer qu'est l'immunothérapie. Alors, qui suis-je? Je vais compléter M. Jomotte. Donc, je suis pour ma part docteur en médecine en 1986 à l'UCL. D'emblée, j'ai entamé une carrière de recherche au sein de l'Institut Ludwig de recherche sur le cancer, le Ludwig Institute for Cancer Research, qui se trouve à l'Institut de Duve. Je vais vous illustrer tout de suite ce qu'est l'Institut de Duve et l'Institut Ludwig, sous la direction de mon maître à l'époque, le professeur Thierry Beaune. En 1995, je présente une thèse d'agrégation de l'enseignement supérieur. Je deviens chef d'un groupe de recherche au sein de l'Institut Ludwig. En 2004, je suis co-directeur de l'Institut de Duve. En 2005, je suis élu membre titulaire de l'Académie royale de médecine de Belgique, donc ce qui me vaut de me réunir avec les collègues académiciens une fois par mois le samedi matin dans cette même salle, c'est intéressant. En 2007, je suis nommé professeur à l'UCL où j'enseigne l'immunologie aux étudiants en médecine et en pharmacie. J'ai obtenu des prix importants, notamment le prix Joseph Mézin, que j'ai reçu des mains du roi Albert II en 2010. Et en 2010, je suis nommé à la succession de mon maître Thierry Beaune comme directeur de la branche de Bruxelles de l'Institut Ludwig. Ça, c'est pour mon cursus académique. Ceux qui me connaissent savent que j'aime pas beaucoup de parler de moi, donc je me suis fait un petit peu violence ici. Ce qui est plus important, c'est la recherche à laquelle j'ai participé, qui a mené lieu à plus de 100 publications scientifiques, qui dans l'ensemble ont été citées plus de 10 000 fois dans la littérature scientifique, ce qui indique que les recherches à laquelle j'ai contribué ont suscité un intérêt important. Alors ça se passe au sein de l'Institut de Duve. Ici une photo pour vous situer où ça se trouve. Vous reconnaissez peut-être ces deux tours qui se trouvent, vous êtes tous déjà allés à l'hôpital Saint-Luc, donc quand on remonte la rue qui longe l'hôpital Saint-Luc, on laisse Saint-Luc sur sa droite, il y a encore quelques tours qui appartiennent à la faculté de médecine de l'UCL, et les deux dernières tours, vous voyez ici suivies d'un parking, sont ces bâtiments-ci qui sont les bâtiments de l'Institut de Duve, anciennement appelé ICP, pour Institute of Cellular Pathology, qui est un institut qui a été fondé par M. de Duve en 1974, exactement la même année que celle où il a obtenu le prix Nobel, qui rassemble des laboratoires venant de trois structures, si je puis dire. Donc il y a là-dedans des laboratoires propres à l'Institut de Duve, qui est une structure d'AISBL, indépendante de l'UCL. Contient aussi des laboratoires de l'université, de l'UCL, dirigés par des professeurs de l'UCL, et aussi, et ça occupe à peu près 3 étages de ces bâtiments, l'Institut Ludwig, qui occupe donc 3-4 plateaux. L'Institut de Duve fonctionne avec une grande partie de budget propre, enfin une partie de budget propre qui vient du mécénat, et vous avez peut-être eu l'occasion d'assister à des appels et des actions en faveur du soutien à la recherche de l'Institut de Duve. Fonctionne aussi avec des ressources de l'UCL, puisqu'il y a des laboratoires de l'UCL qui sont financés, où les salaires des profs sont payés par l'UCL, et donc aussi avec le financement de l'Institut Ludwig pour les 3 ou 4 plateaux qui sont occupés par l'Institut Ludwig. En tout, l'Institut de Duve, ça représente à peu près 200 chercheurs. Donc, à peu près un tiers de l'Institut de Duve est occupé par l'Institut Ludwig. Qu'est-ce que c'est l'Institut Ludwig? Ici, voilà, ne cherchez pas à lire, c'est juste pour vous fixer. Donc, c'est la page d'accueil du site web de l'Institut Ludwig. L'Institut Ludwig a été fondé en 1971 par un Américain très riche, M. Ludwig, Daniel Ludwig, qui en fait a fait fortune. C'était un des premiers armateurs, un peu comme Onassis, mais beaucoup moins médiatique que lui, donc on ne le connaît pas dans le grand public. Mais il a eu le mérite de bien utiliser sa fortune, et en 1971, il a créé un institut de recherche sur le cancer, une fondation de recherche qu'il a basée en Suisse, et à laquelle il a fait une donation à l'époque de pas moins que $1 milliard. Et il a structuré cet institut d'une manière qu'il savait efficace de par ses activités économiques, avec une structure privée et en nommant un comité de scientifiques internationaux, d'experts mondiaux dans le domaine du cancer, pour sélectionner des endroits qui bénéficieraient du soutien de cette fondation. Et il y a actuellement une dizaine de localisations dans le monde qui sont indiquées ici. Vous ne savez pas lire, mais Bruxelles se trouve là, il y a Boston, il y a New York, Baltimore, Oxford, San Diego, Sao Paulo, Stockholm, etc.
Et donc, nous avons la chance d'avoir une de ces branches, on appelle ça des branches, de l'Institut Ludwig en Belgique, à Bruxelles, c'est celle qui est entourée là, qui a été fondée à Bruxelles en 1979, qui occupe une centaine de personnes et dont le directeur a été le professeur Thierry Beaune, que j'ai mentionné précédemment, donc mon maître, qui a donc été directeur de cet institut depuis sa création en 1979 jusqu'en 2010, où j'ai ensuite eu l'honneur de prendre sa succession à cette position. Voilà pour situer où ça se passe et qui nous sommes. Maintenant, rentrons un peu dans la science, et puisqu'on va vous parler de thérapie du cancer, quelques mots d'abord pour vous indiquer à ceux qui ne sont pas dans le domaine médical, qu'est-ce que le cancer ? Le cancer résulte de la prolifération non contrôlée de nos propres cellules. Donc, je vais illustrer ça. Vous voyez ici un segment de tissu normal. Imaginez que c'est votre peau. Lorsque vous vous blessez, vous faites une coupure, votre blessure va se réparer. Pour ça, il faut que les cellules se mettent à se diviser, à proliférer pour réparer la blessure. Et donc ce tissu, qui est au départ bien organisé, va devoir, les cellules sont bien rangées les unes à côté des autres et ne se divisent pas. Lorsqu'il le faut, suite à une blessure par exemple, elles vont se mettre à se diviser. Pour ça, elles répondent à une série de signaux. Il y a des signaux, si ceci est une de ces cellules que vous voyez là, avec son noyau, elle reçoit un signal lui disant qu'elle va devoir se diviser pour réparer la blessure. Ce signal peut être un signal hormonal ou un autre signal, peu importe. Ce signal va agir sur un récepteur à la surface de la cellule et va indiquer à la cellule, qui va ensuite transmettre ce signal à l'intérieur vers le noyau, va indiquer ce que j'ai schématisé par le vert ici, qu'il faut mettre en œuvre, mettre en branle toute la machinerie pour que cette cellule se divise, duplique son noyau, réplique son ADN et se multiplie. C'est comme ça que les cellules vont démarrer la prolifération. Une fois que la blessure est pratiquement guérie, il faut que cette prolifération s'arrête. Sinon, on va avoir un problème et on va avoir ce qui pourrait devenir un cancer. Et donc, lorsque notre cellule qui a grandi et qui s'est divisée va sentir qu'elle arrive en contact d'une cellule voisine bien rangée dans la peau, comme j'ai montré sur la diapositive précédente, eh bien, il va y avoir ici un autre récepteur qui va sentir ça et qui va envoyer un feu rouge, un signal négatif, disant à la cellule stop, c'est fini maintenant, il n'y a plus besoin de proliférer, le mal est réparé. Ce qui se passe dans le cancer, c'est que ces mécanismes de régulation très fines, feu vert et feu rouge, sont altérés à cause de mutations. Du coup, les cellules vont proliférer de manière anarchique et ne vont plus sentir ces freins ou ces signaux accélérateurs et vont devenir trop nombreuses et vont former ce qu'on appelle une tumeur, qui n'est autre qu'une prolifération trop importante de nos propres cellules, qui par ailleurs sont en bonne santé, mais continuent à proliférer de manière trop importante. Ces mutations, et donc il faut se rendre compte que des mutations, on en reçoit en permanence. Elles peuvent être dues à des insultes chimiques, à des agents chimiques, par exemple la fumée de cigarette pour le cancer du poumon, peuvent être dues aux ultraviolets pour le mélanome, qui donne des mutations dans les cellules de la peau. Donc ces mutations arrivent tout le temps. En général, elles sont souvent réparées par des mécanismes de réparation de notre ADN. Parfois, elles ne sont pas réparées, mais elles affectent des gènes qui n'ont absolument aucun danger. Mais dans certains cas, pas de chance, elles vont affecter certains de ces mécanismes de régulation. Et donner, par exemple, si on a une mutation dans le gène responsable de cette molécule, cette protéine que j'ai dessinée ici en vert, qui transduit le signal, eh bien, on peut avoir un signal de prolifération qui est envoyé à la cellule de manière exagérée, même en l'absence du signal extracellulaire de l'hormone qui était censé activer la prolifération des cellules. Et donc, par ce mécanisme, on va avoir une trop grande prolifération des cellules qui contribue à expliquer le cancer. En général, il y a plus qu'une mutation, il y a toute une série, on répertorie plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de mutations dans les cellules cancéreuses. Il y a également des mutations qui peuvent altérer, inactiver les freins, les feux rouges ici, qui disaient à la cellule « stop, arrêtons de proliférer, maintenant la blessure est réparée ». Donc voilà, donc si on n'a plus ce frein, forcément, les cellules vont encore proliférer davantage. Donc c'est très schématique, mes petits feux rouges et mes petits feux verts, mais ça correspond à une réalité, et la réalité est beaucoup plus complexe.
Voilà un schéma qui est incomplet, mais qui indique un peu toutes ces voies de signalisation qui se passent dans les cellules, où vous avez des flèches rouges et des flèches vertes qui correspondent grosso modo à ce que j'ai illustré schématiquement sur la diapositive précédente, qui vont soit activer la prolifération cellulaire, soit l'inhiber. Donc vous comprenez que le cancer est dû à des mutations dans nos gènes qui vont perturber la régulation de la prolifération des cellules. Et il y a actuellement, ça ne va pas être tellement le sujet d'aujourd'hui, de la conférence d'aujourd'hui, mais on a actuellement une série de nouveaux médicaments anticancéreux qui corrigent directement l'effet de ces mutations en agissant sur les produits de ces gènes mutés. Et donc on a dans le traitement du cancer, traditionnellement depuis des dizaines d'années, on a 3 voies d'approche: la chirurgie pour enlever les cellules cancéreuses ces tumeurs qui sont trop abondantes, on a la radiothérapie pour tuer les cellules, et on a la chimiothérapie qui va également tuer les cellules qui prolifèrent de manière anarchique, ce qui a une certaine efficacité, mais a aussi une certaine toxicité, puisqu'on ne distingue pas les cellules tumorales des cellules normales, on tue toutes les cellules. On tue les cellules qui prolifèrent préférentiellement, ce qui explique pourquoi on perd ses cheveux et on a des problèmes suite à la chimiothérapie, parce qu'on tue toutes les cellules qui prolifèrent, préférentiellement les cellules cancéreuses, mais aussi d'autres cellules. Les thérapies ciblées qui ciblent précisément les mutations dont je viens de parler donnent moins d'effets secondaires parce qu'elles ne vont cibler que les cellules cancéreuses. L'inconvénient de ces thérapies ciblées, qui sont très efficaces dans certains cas, mais dans beaucoup de cas, les tumeurs assez rapidement vont résister parce qu'elles vont acquérir d'autres mutations dans d'autres voies. Je vous ai montré ce schéma compliqué, un peu comme une carte de métro. Eh bien, les cellules cancéreuses vont muter à un autre endroit pour arriver au même résultat. Donc, des progrès, mais qui ne sont pas encore tout à fait satisfaisants. Et à côté de ça, maintenant, cette nouvelle voie dont on va vous parler aujourd'hui plus en détail, l'immunothérapie, qui vise vraiment à amener le système immunitaire à rejeter les cellules cancéreuses. Alors, le système immunitaire, quelques mots du système immunitaire pour ceux qui ne sont pas spécialistes. Donc, on parle de système qui défend notre organisme contre les agressions extérieures, qui est composé de nos globules blancs. Il y a parmi nos globules blancs les lymphocytes B et les lymphocytes T. Les lymphocytes B sont ceux qui vont produire les anticorps, ces anticorps qui vont inactiver les virus et nous permettre de résister à toute une série d'infections virales, que ce soit l'hépatite, la grippe ou d'autres. À côté de ça, on a les lymphocytes T, qui eux ont plutôt une activité de lyse, qui vont tuer les cellules qui sont infectées par un virus ou éventuellement les cellules cancéreuses. Et c'est là qu'on entre dans le vif du sujet. Ce qui a permis ce développement de l'immunothérapie du cancer, c'est vraiment, si je vous remontre ici ces cancers que j'ai présentés avant, c'est vraiment une découverte qui est vraiment une découverte belge, et le mérite de cette découverte revient vraiment à Thierry Beaune, le directeur de l'Institut Ludwig pendant ces 30 premières années, et son équipe, auquel j'ai eu la chance de participer, qui était vraiment de montrer, contre toute attente à l'époque, parce que personne ne considérait que ça allait être le cas, de démontrer que les cellules cancéreuses, ici, exprimaient à leur surface des marqueurs qui permettent au système immunitaire de les reconnaître comme différentes de nos cellules normales et donc de les rejeter. Le système immunitaire, il est éduqué pour reconnaître des virus, des bactéries, des choses qui sont étrangères à l'organisme. Également, lorsqu'on fait une greffe d'organes d'une autre personne, il va être rejeté souvent par le système immunitaire. Donc le système immunitaire est éduqué pour reconnaître ce qui est étranger et pour ne pas reconnaître ce qui fait partie de notre propre corps. Il y a tout un système de tolérance qui fait qu'il y a peu de reconnaissance, il n'y a pas de reconnaissance en principe de nos propres cellules. C'est la raison pour laquelle tout le monde considérait que les cellules cancéreuses, puisqu'elles dérivent de nos propres corps, ce sont nos propres cellules, après tout, qui sont simplement un peu dérangées, enfin beaucoup dérangées, ne seraient pas reconnaissables comme étrangères par le système immunitaire, et donc ne présenteraient pas à leur surface des marqueurs, des antigènes qui permettraient au système immunitaire de les reconnaître. Et une deuxième raison pour laquelle tout le monde considérait que c'était peu plausible qu'il y ait des antigènes sur les cellules cancéreuses, c'était de dire, mais s'il y avait vraiment des marqueurs sur les cellules cancéreuses, les cancers seraient rejetés et on n'en aurait pas. Or, on en a. Je reviendrai sur ce concept plus tard. La découverte qui a été faite chez nous, c'était de montrer vraiment que ces cellules cancéreuses expriment des marqueurs, que j'ai symbolisés par ces petits drapeaux rouges ici, je vais donner plus de détails tout de suite, qui sont reconnus par ces globules blancs que j'ai introduits précédemment, les lymphocytes T cytolytiques, qui avaient vraiment la capacité de reconnaître ces cellules cancéreuses comme différentes de nos cellules normales et de les tuer.
D'où toute l'idée de développer, d'exploiter ça à des fins de thérapeutique et d'augmenter le nombre ou l'activité de ces lymphocytes T cytolytiques pour les rendre plus efficaces à tuer les cellules cancéreuses. Alors un peu plus de détails par rapport à ça. Ici une image en micrographie électronique de lymphocyte T en train de s'attaquer à une cellule cancéreuse. Comment est-ce qu'il a été possible de démontrer que des lymphocytes T existaient réellement chez les malades et pouvaient tuer les cellules cancéreuses? Eh bien, ça a été fait par des études essentiellement qui ont été menées sur des patients atteints de mélanome, un cancer de la peau. On peut isoler les cellules tumorales à partir du cancer de ces personnes et on peut les cultiver in vitro dans des boîtes de pétri avec du milieu de culture. Et ensuite, on peut prélever du même malade un peu des globules blancs, des lymphocytes, les mélanger avec les cellules cancéreuses, avec des facteurs de croissance, et puis les laisser proliférer et voir ce qui se passe. Et je ne vais pas rentrer dans les détails de cette diapositive, mais à la fin de cette procédure, on peut obtenir des cultures de lymphocytes T et tester leur capacité à tuer les cellules cancéreuses. Et on peut voir ici qu'on a, avec ces deux clones de lymphocytes T cytolytiques, on a une destruction des cellules tumorales qui est assez efficace. On a jusqu'à 70% des cellules qui sont tuées en 4 heures par ces lymphocytes, alors que des cellules normales, ici en vert, ne sont pas du tout tuées. Pour vous illustrer ceci, encore quelques images de micrographie électronique. Voilà une cellule cancéreuse. Voici un lymphocyte T qui s'en approche, qui va la reconnaître, et lorsqu'il la reconnaît, il va déclencher la lyse, la mort de ces cellules cancéreuses. Vous voyez que cette cellule a l'air de bouillir, elle est plein de bulles à sa surface, elle est en train vraiment de mourir, et ça se passe relativement vite, en quelques dizaines de minutes. Alors l'élément important, c'est que cette destruction des cellules cancéreuses est spécifique, c'est-à-dire qu'elle s'adresse, c'est uniquement les cellules cancéreuses qui sont reconnues, qui sont lysées, et pas les cellules normales. C'est évidemment un élément clé. Alors à quoi est-ce dû? Eh bien c'est dû au fait que l'activation du lymphocyte T, le fait qu'il va tuer la cellule qui se trouve en face de lui, est dépendant de la présence à la surface de la cellule qui se trouve en face de lui d'un marqueur, le petit drapeau que je vous ai illustré tout à l'heure, d'un marqueur qu'on appelle un antigène, qui se trouve à sa surface, ici, qui est dessiné en bleu. Et c'est la reconnaissance de ce marqueur, de cet antigène, par le lymphocyte T, qui va déclencher la mort, enfin, le fait que le lymphocyte T va tuer la cellule cancéreuse. On va parler, pour ces marqueurs reconnus, on va parler d'antigène tumoral, puisque c'est un antigène qui est présent sur les cellules cancéreuses. Et c'est ça qui déclenche la mort de la cellule, comme je l'ai dit. Les cellules normales, elles, n'ont pas ces marqueurs à leur surface, et donc le lymphocyte T va venir les regarder, il va constater qu'il n'y a pas l'antigène à la surface, et donc il ne va rien leur faire, il n'y aura aucun dégât. Uniquement les cellules porteuses de l'antigène vont être reconnues. Alors, un peu plus spécifiquement que ces schémas de flèches bleues et rouges, de quoi s'agit-il réellement? Puisque le travail qui a été fait à l'Institut Ludwig, à l'Institut de Duve, a vraiment été plus loin que simplement démontrer la présence d'antigènes sur les cellules cancéreuses, mais il a été jusqu'à démontrer la nature moléculaire, cloner les gènes codant ces antigènes et démontrer au niveau moléculaire ce que sont ces antigènes. Et donc on sait aujourd'hui ce qu'ils sont réellement. Et il consiste en fait, ici c'est le marqueur en bleu, l'antigène tumoral, c'est ce complexe entre cette molécule HLA et une molécule de présentation qui se trouve à la surface de toutes nos cellules, et qui vont présenter cette petite ligne bleue que j'ai dessinée là, qui est un peptide, en fait un fragment. Un peptide, c'est un fragment d'une protéine. Et ce petit peptide est présenté à la surface, et c'est lui que le lymphocyte T va reconnaître pour tuer la cellule cancéreuse. Et ce peptide dérive d'une protéine codée par un gène, et le gène en question, c'est le gène MAGE dans ce cas-ci, est un gène qui est exprimé dans les cellules cancéreuses et qui est absent dans les cellules normales. Et c'est pour ça que la cellule normale n'est pas reconnue, c'est parce que le petit marqueur bleu ici n'est pas présent du fait que le gène en question est silencieux, n'est pas exprimé dans ces cellules. C'est des découvertes qui ont été faites au début des années 90 par notamment mon collègue et ami Pierre van der Bruggen et d'autres. Donc ensuite, toute une série d'antigènes ont été identifiés et ont pu être classés dans différentes catégories. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais une catégorie importante, c'est les antigènes de type MAGE, comme celui que j'ai montré précédemment. MAGE pour mélanoma antigène, parce que c'était trouvé dans le mélanome dans un premier temps. Il y en a d'autres qui appartiennent à la même catégorie. Ces antigènes sont exprimés dans différents types de cancers et ne sont pas présents sur les cellules normales, et donc sont des cibles idéales pour des approches de vaccination ou d'immunothérapie, puisqu'on va pouvoir s'adresser à plusieurs types de cancers.
À côté de ça, on a d'autres types d'antigènes qui sont également spécifiques des cellules cancéreuses et qui sont dus à des mutations. Je vous ai parlé des mutations tout à l'heure. Il y a des mutations dans nos cellules cancéreuses, plusieurs centaines de mutations sont présentes. Certaines de ces mutations vont modifier la séquence en acides aminés de certaines protéines et donner lieu à des peptides qui vont être reconnus également comme différents, comme étrangers par le système immunitaire, ce qui va donner lieu également à des antigènes spécifiques. Alors, une fois qu'on a fait ça, qu'on a identifié, qu'on a montré qu'il y avait des marqueurs, des antigènes sur les cellules cancéreuses, qu'est-ce qu'on peut en faire et en quoi ça peut nous aider pour traiter les malades atteints d'un cancer? La notion de base, qui découle de ce que je viens de vous expliquer, c'est le fait que chez les malades atteints d'un cancer, il y a déjà dans leur sang ces fameux globules blancs, ces fameux lymphocytes T cytolytiques capables de tuer les cellules cancéreuses. Ce sont ceux que j'ai dessinés ici en rouge. Pour des raisons sur lesquelles on va discuter dans la suite de l'exposé, ils n'ont pas été suffisamment efficaces. Peut-être qu'ils ont été efficaces au préalable et que sans eux, il y aurait eu des cancers beaucoup plus tôt ou plus fréquemment. C'est ce qu'on pense actuellement. Mais lorsqu'un patient est atteint d'un cancer cliniquement détectable, c'est que les lymphocytes ont été dépassés et ne sont plus assez efficaces. Et donc tout le jeu, tout l'objectif de l'immunothérapie du cancer, ça va être de renforcer cette activité antitumorale, ces lymphocytes rouges ici, augmenter leur nombre, augmenter leur activité, faire en sorte qu'ils soient plus efficaces à tuer les cellules cancéreuses et à rejeter vraiment les cancers. Alors qu'est-ce qu'on peut utiliser comme approche? Il y a trois modalités principales. Une première, qui a beaucoup été testée dans nos équipes, c'est d'utiliser les antigènes qu'on a identifiés, c'est ce petit peptide bleu là, ou bien des protéines plus grandes, sous forme de vaccin. On va vacciner, on va injecter ça au malade en se disant que en présentant l'antigène aux lymphocytes qui sont présents chez ces malades, on va les activer, les amener à proliférer, à augmenter leur nombre, et donc en augmentant leur nombre, on devrait logiquement les amener à être plus efficaces, à aller détruire les cellules cancéreuses dessinées ici. Ça a été fait, c'est encore en train d'être testé, on n'est pas encore vraiment au stade de la validation clinique, il y a des difficultés, mais il y a néanmoins des choses qui se sont passées et qui sont prometteuses. Ici, c'est un des premiers patients qui ont été vaccinés par un des premiers peptides qui avait été identifié, le peptide MAGE3A1. C'est un patient qui a été vacciné par un collaborateur clinique, Nicolas Van Baaren, qui est ici présent dans la salle. Vous voyez que ce patient a des métastases cutanées de son mélanome. Mélanome, c'est une tumeur très pigmentée, noire, que vous voyez ici. Il a reçu un vaccin à base de ce peptide MAGE3, un virus recombinant, peu importe. Et vous voyez qu'avec le temps, progressivement, sur une longue durée, mais de manière finalement durable, ces lésions cutanées, ces métastases de mélanome ont complètement disparu, et ce de manière durable. Et je pense, Nicolas pourra me corriger si je me trompe, mais je pense que ce patient est toujours actuellement guéri de son mélanome. Ce sont des choses qu'on a observées chez plusieurs malades, avec différentes modalités de vaccination qui sont listées ici. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ce serait trop spécifique. Mais on a observé ça chez plusieurs malades, mais malheureusement dans une proportion qui reste assez faible. On a vu les tumeurs disparaître à peu près dans 10 à 20% des patients, mais dans certains cas, d'autres tumeurs progressaient. Donc il y en a finalement que 5 à 10% chez qui on peut estimer qu'on a vraiment guéri ou obtenu une réponse clinique chez les malades. Beaucoup de travaux ont été faits pour essayer de comprendre pourquoi on n'est pas plus efficace avec ces approches. Vous avez peut-être entendu parler également d'essais cliniques du même genre qui ont été faits par GSK, qui a acheté une licence à l'Institut Ludwig sur l'antigène MAGE3 et qui a mené des grands essais cliniques de phase 3 dans le mélanome et dans le cancer du poumon, dont les résultats ne sont pas encore entièrement connus pour le mélanome, mais pour le poumon sont assez décevants. Pour le mélanome, c'est encore en cours d'analyse. Quelles sont les raisons qui expliquent ces difficultés? Beaucoup d'efforts ont été faits pour comprendre ce qui se passe. Et on est de plus en plus convaincu qu'un facteur limitant dans l'efficacité de ces approches, c'est vraiment le fait qu'au niveau de la tumeur, lors de son développement progressif au sein de l'organisme, développe des mécanismes pour paralyser le système immunitaire, des phénomènes immunosuppresseurs qui vont bloquer l'activité des lymphocytes et les empêcher de faire leur boulot. On va revenir sur ce concept après parce que c'est là-dessus vraiment qu'est basée la spin-off dont on va vous parler par la suite. Une autre modalité d'immunothérapie qui est utilisée dans certains laboratoires américains, c'est le transfert de lymphocytes T antitumoraux. Ici, l'idée, c'est d'activer, c'est illustré sur la diapositive suivante, l'idée, c'est de prendre les fameux lymphocytes qui sont présents chez les malades
lymphocytes anticancéreux, de les activer, de les cultiver in vitro, de les amplifier, d'en obtenir un nombre énorme, plusieurs dizaines de millions, voire plusieurs milliards, et ensuite les réinjecter aux malades par intraveineuse en se disant, ben voilà, maintenant on va mettre une quantité énorme de ces lymphocytes, ils devraient être capables d'aller tuer les cellules cancéreuses. Et de fait, c'est une approche qui est assez lourde techniquement parce qu'il faut faire tout ça stérilement, ça nécessite un appareillage et des installations qui ne sont pas à la portée de n'importe quel hôpital, donc ça n'a jusqu'à présent été développé que dans les grands centres américains. Mais ça donne des résultats cliniques impressionnants et parfois des grosses tumeurs qui sont complètement éliminées, avec parfois aussi des effets secondaires si les lymphocytes T qu'on a transférés ne sont pas tout à fait spécifiques des cellules cancéreuses. S'ils reconnaissent aussi les cellules normales, on a des gros problèmes d'auto-immunité. Ça, c'était la deuxième approche. La troisième approche, qui est celle qui a suscité tout l'engouement actuel pour l'immunothérapie, est une approche un peu différente, où là, on va utiliser des médicaments, des anticorps, qui vont stimuler en fait tous les lymphocytes T. Les rouges, mais aussi les noirs, qui n'ont rien à voir, qui ne sont pas nécessairement anticancéreux. Et donc, on va éventuellement avoir des dégâts par rapport aux tissus normaux, il y aura des problèmes d'auto-immunité, mais on va aussi très efficacement augmenter l'efficacité de ces lymphocytes T antitumoraux et obtenir des résultats cliniques. Et c'est cette voie-là, cette approche-là qui actuellement est la plus avancée en clinique et qui actuellement est rentrée en thérapie standard dans le mélanome métastatique notamment. Comment ça marche en principe? Très brièvement, donc sur le lymphocyte T que vous voyez ici, ça sont les marqueurs, c'est le récepteur qui va reconnaître le marqueur et qui va provoquer l'activation du lymphocyte. Il y a d'autres récepteurs qui vont apparaître à la surface de ces lymphocytes et qui vont limiter l'activation du lymphocyte. Lorsqu'il a fait son travail, que le lymphocyte T a tué les cellules affectées par un virus ou les cellules cancéreuses, il est censé arrêter sa prolifération, se calmer, sinon on aurait des problèmes d'auto-immunité, on aurait le système immunitaire qui se retournerait contre l'organisme et ça poserait des problèmes. Donc il y a un système de régulation avec des molécules freins qui vont provoquer la diminution d'activité qu'on a schématisée ici. C'est mon collègue Pierre Coudy qui a dessiné ces diapositives, qui vont diminuer en taille le dessin donc, pour illustrer le fait que ce lymphocyte est maintenant moins actif et se met au repos. Et ce qui est développé actuellement comme immunothérapie, ce sont des médicaments, des anticorps qui vont bloquer ces freins. Typiquement, un frein important, c'est une molécule qu'on appelle CTLA4. Eh bien, on a maintenant des anticorps, des molécules qui vont aller bloquer ce frein, bloquer ce CTLA4, un anticorps anti-CTLA4. Et si on bloque le frein, bien, on empêche ce frein d'agir et le lymphocyte T va continuer à se multiplier, à agir, à tuer encore plus de cellules et à devenir très efficace. Et c'est ce qui se passe dans cette approche, avec, comme je l'ai dit, certains problèmes d'auto-immunité, mais qui sont gérables et qui peuvent être pris en charge par une approche clinique d'immunosuppresseur ou en diminuant les doses. Mais par contre, il y a une efficacité thérapeutique assez impressionnante, puisque vous voyez ici que dans les patients atteints de mélanome métastatique, on observe que lorsque, avec les chimiothérapies qui existaient jusqu'à présent, la survie à 5 ans de ces patients est inférieure à 5%, vous voyez que maintenant, avec cet anti-CTLA4, on arrive à probablement guérir près d'un quart des malades, ce qui est quelque chose qui n'avait jamais été observé dans cette maladie. Et ça a suscité vraiment un engouement majeur en oncologie, qui a justifié d'ailleurs, et dans le milieu scientifique, qui a justifié le fait que l'année dernière, au mois de décembre, le magazine scientifique Science a dénommé l'immunothérapie du cancer comme étant le Breakthrough of the Year, la découverte de l'année, qui permet vraiment de sauver des malades pour la première fois. Et c'est vraiment un changement de paradigme dans la thérapie du cancer, parce que contrairement, si je reviens en arrière ici, le fait qu'on ait une survie vraiment à long terme et que ces gens soient probablement guéris, c'est vraiment différent de ce qu'on observait avec la chimiothérapie, avec la radiothérapie ou la thérapie ciblée, où en général on retarde, on augmente la survie des patients, mais on ne les guérit pas de manière prolongée. Donc ça a suscité un engouement majeur, ça a suscité également des investissements énormes de l'industrie pharmaceutique, et toutes les industries pharmaceutiques maintenant ont des gros programmes d'immunothérapie anticancéreuse et développent de nouveaux médicaments qui marchent par ce même principe-là, parce qu'à côté de CTLA4, il y a PD1 et d'autres molécules freins qu'on peut aussi bloquer, et donc il y a des investissements majeurs de l'industrie pharmaceutique qui sont là derrière. C'est vraiment quelque chose qui bouge beaucoup. Alors, en dépit de tout cet engouement, il faut quand même garder à l'esprit que même si on
on a l'impression qu'on est en train de guérir près d'un quart des malades atteints d'une maladie mélanométastatique, il y a quand même encore 3/4 des malades pour qui on n'a pas de bénéfice clinique avec ces approches pourtant très efficaces. Les nouveaux médicaments du même type, j'ai parlé des anti-PD1 qui sont en train d'être développés actuellement, permettent d'augmenter ce chiffre de 23% probablement à 40 ou 50%. On n'a pas encore le recul suffisant pour donner le chiffre exact, mais il n'en reste pas moins qu'il y a entre la moitié et les 3/4 des patients chez qui on n'a pas de réponse. Et donc de nouveau, ici, quel est le facteur limitant à cette efficacité? Eh bien, de nouveau, on est convaincu qu'un facteur important, c'est l'immunosuppression qui se développe au niveau de la tumeur, localement, et qui est vraiment, que la tumeur finalement utilise pour paralyser l'action du système immunitaire. Et donc, quels sont les challenges aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer tout ça? Eh bien, il faut comprendre ce qui se passe. Il faut essayer de comprendre ces mécanismes d'immunosuppression, parce que si on les comprend, on pourra développer des stratégies thérapeutiques, des nouveaux médicaments, peu importe la manière, mais développer des stratégies thérapeutiques pour inactiver ces mécanismes d'immunosuppression. On va parler d'immunomodulateurs, c'est ce dont ITEOS va s'occuper. Et alors, une fois qu'on aura identifié ces stratégies ou ces médicaments, on pourra les combiner avec les différentes approches d'immunothérapie que je vous ai montrées, dans l'idée de renforcer l'efficacité. Donc, d'un côté, on augmente le nombre et l'activité des lymphocytes T antitumoraux, et d'un autre côté, on va empêcher la tumeur de se protéger en développant des mécanismes d'immunosuppression. Et donc, ça fait 10-15 ans que dans mon laboratoire, on essaie de comprendre ces mécanismes. Et un exemple qui nous a beaucoup aidé, c'est l'exemple du placenta. Comme vous le savez, le placenta, qui est donc l'organe qui héberge le fœtus pendant la grossesse, le fœtus, il est composé pour moitié des chromosomes et de l'ADN de la mère, mais aussi pour moitié de l'ADN du père, et donc il exprime des antigènes qui sont différents de celui de la mère, et il faut trouver un mécanisme pour que le système immunitaire de la mère ne rejette pas le fœtus comme on rejetterait une greffe d'un rein ou d'un organe qui venait d'un autre individu, puisqu'il y a des antigènes différents. Le placenta est spécialisé pour ça, c'est une de ses fonctions majeures à côté du fait de nourrir également le fœtus et l'embryon. Et donc je me suis dit à ce moment-là qu'il serait peut-être intéressant de prendre exemple sur le placenta et de voir si les mécanismes que le placenta utilise pour paralyser le système immunitaire et l'empêcher de rejeter le fœtus ne seraient pas également ceux qui sont à l'œuvre dans les cancers et dans les tumeurs et qui expliqueraient les phénomènes que je viens de mentionner. Et à ce moment-là, c'était fin des années 90, un groupe américain avait montré une étude qui m'avait beaucoup intéressé et dans laquelle il montrait que le placenta en fait protège le fœtus de l'attaque immunitaire du système immunitaire de la mère, en fait en privant les lymphocytes d'un acide aminé qu'on appelle le tryptophane. Un acide aminé, comme vous savez probablement, c'est un des composants de nos protéines. Nos protéines sont composées d'une vingtaine d'acides aminés. L'un d'entre eux, c'est le tryptophane, qui rentre, donc nous en mangeons tous les jours. Dès qu'on mange des protéines, il y a du tryptophane qui en fait partie. Et il se fait que le tryptophane est absolument indispensable à l'activité des lymphocytes T, que j'ai schématisé ici de nouveau en rouge, des lymphocytes T anti-fœtus qui voudraient rejeter le fœtus qui se trouve dans le placenta. Eh bien, ce que le placenta fait, un des mécanismes, parce que ce n'est pas le seul, mais un des mécanismes que le placenta utilise pour paralyser ces lymphocytes T et les empêcher de venir rejeter le fœtus, c'est de dégrader ce tryptophane très rapidement et très efficacement pour diminuer sa concentration dans l'environnement du placenta et paralyser les lymphocytes. Alors comment est-ce qu'il fait ça? Eh bien, il fait ça en exprimant un enzyme qui normalement n'est pas exprimé dans les tissus normaux, qu'on appelle IDO, pour indoléamine dioxygénase, IDO, qui est un enzyme, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais un enzyme qui va vraiment dégrader le tryptophane et produire des cataboliques qui sont inactifs, qui ne peuvent pas remplacer le tryptophane, de manière vraiment à faire ça, à réduire la concentration en tryptophane autour du placenta et à empêcher l'action des lymphocytes. Alors quand j'avais vu ça, je m'étais dit, tiens, voilà un mécanisme qui serait peut-être à l'œuvre également dans les cancers, et regardons si les cancers n'exprimeraient pas aussi de manière aberrante cette enzyme et auraient trouvé le truc de dégrader le tryptophane pour épuiser les lymphocytes T et les empêcher de venir les rejeter. Et de fait, nous avons vu à l'époque, et ceci c'est dans les données plus récentes qui ont été mises à jour récemment, mais donc nous avons vu que c'était cette enzyme IDO, indoléamine dioxygénase, est exprimée de manière importante dans beaucoup de cancers. Vous voyez, c'est toute une série de cancers humains, et vous voyez la proportion des tumeurs en question
qui sont positives pour l'expression de cette enzyme. Vous voyez que c'est, dans la plupart des cancers, on a entre 30 et 80% des cancers qui expriment IDO dans au moins une partie de leurs protéines, une partie de leurs cellules, pardon. La seule exception ici serait le glioblastome, où on a moins de 10% des tumeurs qui expriment. Et donc, de fait, nous avons alors émis l'hypothèse et ensuite prouvé que l'expression d'IDO dans les cellules cancéreuses, exactement comme ça se passait dans le placenta, va épuiser le tryptophane. Donc, on a vérifié que les cellules cancéreuses qui expriment IDO dégradent effectivement bien le tryptophane et peuvent paralyser l'action des lymphocytes T qui voudraient tuer les cellules cancéreuses. Alors, à partir de là, ce qui est intéressant ici, vous avez le nom d'IDO ici pour ceux qui sont intéressés. Donc, ça, c'est bien d'avoir compris le mécanisme. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Eh bien, l'idée, c'est que, puisque ceci est un enzyme, donc c'est une protéine qui a une activité catalytique. L'activité catalytique, c'est la dégradation du tryptophane. Est-ce qu'on pourrait éventuellement développer des inhibiteurs de cette enzyme qui l'empêcheraient d'agir, qui bloqueraient son activité, l'empêcheraient de dégrader le tryptophane, et donc, de la sorte, empêcherait les cellules cancéreuses de résister au rejet par les lymphocytes T. Et donc, si on fait ça, on peut donc... De fait, il existait à l'époque déjà un inhibiteur pas très actif, mais qu'on a quand même pu utiliser dans des modèles de souris, un inhibiteur qui bloque l'activité de l'enzyme. À ce moment-là, on ne va plus dégrader le tryptophane va rester en grande concentration ici, même à proximité de la cellule cancéreuse, et les lymphocytes T, ici, ils restent bien grands, ils vont rester bien vigoureux et être capables de rejeter la tumeur. Alors ça, c'est une vision schématique. Je vous montre quand même quelques données expérimentales pour vous prouver que c'est bien comme ça que ça se passe. Ici, vous voyez une expérience qu'on a faite chez la souris, où nous avons une souris que nous avons vaccinée contre un de ces antigènes tumoraux qu'on appelle P1A, peu importe. Et ensuite, nous avons injecté à cette souris des cellules cancéreuses qui expriment le même antigène tumoral. Nous savons que cette vaccination est efficace et permet aux souris de rejeter les cellules cancéreuses qu'on lui a injectées 3 semaines plus tard. Dans l'expérience que je vous montre ici, ce qu'on a fait ensuite, c'est qu'on a introduit ce fameux enzyme qui dégrade le tryptophane dans ces cellules tumorales, de manière à avoir maintenant des cellules qui dégradent le tryptophane et qui devraient, en principe, empêcher cette souris immunisée de rejeter les cellules cancéreuses. Et voyons ce que ça donne. En effet, vous voyez que, en rouge, les cellules tumorales qui expriment l'IDO et qui donc dégradent le tryptophane, les cellules tumorales ne sont plus rejetées par les souris malgré l'immunisation préalable. Si maintenant on inhibe l'action de l'enzyme avec un inhibiteur, et ici c'est un analogue du tryptophane, peu importe, qu'on a donné aux souris en faisant boire ça aux souris dans l'eau de boisson, est-ce que maintenant on permet aux souris de restaurer leur capacité à rejeter les cellules cancéreuses parce que les cellules cancéreuses ne dégradent plus le tryptophane? Vous voyez la courbe bleue? Oui, dans une grande mesure. On restaure maintenant la capacité des souris à rejeter ces cellules cancéreuses malgré la présence d'IDO dans ces cellules cancéreuses. Et donc ça, c'était une expérience qui a été, c'est une découverte qui a été publiée dans un journal important, dans Nature Medicine, il y a une dizaine d'années, et qui a vraiment ouvert la voie à ce qu'on va développer dans la spin-off dont on va vous parler dans la deuxième partie. Pouvons-nous développer des inhibiteurs de cette enzyme, en faire des médicaments qu'on donnerait aux malades chez l'homme pour renforcer l'efficacité des cellules cancéreuses. Et c'est de ça qu'on va parler dans la deuxième partie. Très brièvement, plus récemment, nous avons identifié dans mon équipe, et c'est essentiellement Luc Pilote qui a fait ce travail, un autre enzyme qui dégrade aussi le tryptophane. Ici, c'est la structure chimique du tryptophane pour ceux qui aiment bien les structures chimiques. Et donc là, même chose, on a vu que les cellules cancéreuses, lorsqu'elles expriment cette enzyme qu'on appelle TDO, eh bien, elles sont aussi capables de résister au rejet immunitaire dans ces souris, malgré le vaccin qu'on a fait au préalable. Et en collaboration avec une équipe de l'Université de Namur, nous avons développé un inhibiteur de cette enzyme, de cette TDO, et de la même manière que précédemment, vous voyez que lorsqu'on traite les souris avec cet inhibiteur, on restaure leur capacité à rejeter les cellules cancéreuses. Donc nous avons maintenant deux cibles, IDO et TDO, dont on se dit que si on pouvait développer des médicaments capables d'inhiber l'action de ces enzymes dans les cellules cancéreuses, on devrait augmenter l'efficacité de l'immunothérapie anticancéreuse et peut-être augmenter donc la proportion de patients qui répondent à ces thérapies que j'ai introduites précédemment. Alors ici, c'est un projet, donc je me suis rendu compte à ce stade que c'était un projet qui dépassait de loin le cadre de la recherche académique dans des hôpitaux, dans des laboratoires universitaires. Pour être efficace, ce genre d'approche doit être développé dans des structures de nature plus privée, avec des objectifs et des financements bien focalisés là-dessus.
Et donc, c'est à cette occasion-là, suite à différentes rencontres et à des projets BioWin et autres, qu'a germé l'idée de créer une spin-off avec mon collègue et ami Michel Deteux, et je vais lui céder la parole ici pour raconter la suite de l'histoire. Merci.